Le 15 février 1935 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film anglais Le Dictateur, For the Love of a Queen, texte intégral. La prédilection des studios anglais pour le cinéma historique nous a valu à ce jour deux œuvres de premier plan. Henri VIII, qui a déclenché une renaissance et aussi un abus du genre, Le Juif sus, dont on n'a pas suffisamment reconnu les beautés. Dans les deux cas, on a fait un effort louable pour s'élever jusqu'au sujet choisi. Deux très grands acteurs, Charles Laughton et Conrad Veidt, étayent tout l'ouvrage, suppléent par leur personnalité aux réticences, aux oublis des scénaristes. Il semble bien que des films de cet ordre doivent être des exceptions. Le goût traditionnel et très sûr des Anglais pour les pompes et cérémonies en costume, qu'il fut d'abord agréable d'opposer aux vulgaires fantaisies des Yankees, ne suffit plus à justifier cette longue série de spectacles qui font long feu dès qu'ils ne sont plus soutenus par un comédien robuste. Tel le cas de la morne Catherine de Russie, jouée par la juive Elisabeth Bergner, intelligente mais trop menue, et par Douglas Junior, exécrable dès qu'on le sort de son Amérique natale. Dans Le Dictateur, dont le titre est un attrape-nigaud, laissant prévoir des allusions qui ne viennent pas, l'élégance de la mise en scène, salon, escalier de palais, bal et défilé, confine à une froideur protocolaire. Si l'on ne tient pas compte de cette toile de fond trop solennelle, que reste-t-il? Avec quelques pénétrations, de l'ironie et ce sens de la petite histoire qu'eût si bien le bon Le Nôtre, on pouvait tirer un récit intéressant de la biographie du comte Jean-Frédéric de Struensee, ce médecin danois qui avait trop lu les philosophes français du XVIIIe siècle, sauva une fois de l'apoplexie son roi, le médiocre Christian VII, devint son lecteur, puis son rival. Il eut le tort de mêler à ses expériences démagogiques et philanthropiques des amours avec la reine, prêta le flanc à un complot et mourut décapité. Perdu par les femmes, le sort des gangsters, des espions et de bien des politiciens. Mais le portrait de cet aventurier encyclopédiste n'est même pas à l'état d'ébauche dans le film. Il ne subsiste qu'un épisode amoureux, entouré de lustres, de superbes uniformes, de valets de pied et de quelques truismes humanitaires destinés à faire de Struensee un héros sympathique, c'est-à-dire un sauveur du peuple qu'assaille une bande de profiteurs. En somme, c'est un canevas d'opérette, mais privé des quelques saillies qui peuvent égayer l'action lorsqu'on ne la prend pas au sérieux, et surtout quand Ernst Lubitsch est l'auteur. Sans doute quelques prises de vue ingénieuses de l'opérateur planeur, les maquettes raffinées d'Andreïev, qui avait à fournir ici un travail si différent de sa fantasmagorie de guenille pour l'opéra de Katsu, sont-elles très méritoires? S'il n'y a pas beaucoup plus d'anglais dans les studios de Londres que de français à Joinville, du moins n'y engage-t-on que des artistes qualifiés, des hommes d'un métier éprouvé. Le chœur des demoiselles de la cour, remplaçant dans cette sorte de revue de style le chœur des girls, réunit les plus fraîches beautés britanniques. Mais cela ne suffit pas à corser la séance. Nous sommes blasés sur ce luxe que peut trop facilement se permettre le cinéma, même lorsqu'il est, comme ici, de meilleur aloi. Il aurait fallu dans Le Dictateur une interprétation très personnelle, quelques cabotins d'un vrai relief, qui prit sur soi la composition de son personnage. Clive Brooke, ce gentleman anglais, qu'il est si agréable de retrouver parfois,
tranchant sur l'argot et les rudesses de quelques grosses équipées américaines, ne montre ici que des qualités négatives, sobriété, distinction. On est surpris qu'un mondain aussi parfait pût jouer un grand rôle. Pour tout dire, ce dictateur est bien monotone.